de l'obscurité de la soif, comme nous l'appelons la Ligue. Donc, déjà, qu'au cours de cette cérémonie, quand on nous a annoncé, puisque les gens se mettaient en ligne, hein, donc les gens se mettaient en rond là, donc quand on nous a annoncé, nous sommes allés avec un geste, avec ce geste, sur environ 10 mètres en public. Et quand on est arrivé, on lui a dit, Monsieur le ministre, nous sommes venus vous demander de l'eau. On l'a dit en public. Il a dit, Président, vous aurez de l'eau. J'ai dit, ce n'est pas mon eau, parce que moi, je n'ai pas besoin d'eau. Et vous avez le sentiment que le changement directeur Ce général vous a donné de l'eau. Ce changement-là ne nous apportera pas de l'eau. Il faut des mesures fortes. Hein, il faut des mesures fortes, des mesures qui montrent aux consommateurs. Et ce n'est pas un changement d'homme. Hein, ce n'est pas parce qu'il y avait une mésentente criade entre les deux et que, justement, nous avons remarqué à cette cérémonie-là de remise de vœux que le DG de Camwa était absent. Même s'il a pris la cérémonie en cours. Curieusement, non, j'ai dit qu'il était absent, il n'était pas là parce que nous avons eu le Ah non, l'honneur des vœux. Ah non, des vœux, il était absent parce que nous étions tout près de la table du ministre lors du déjeuner. Je retire ce que j'ai dit. Donc lors du cocktail et d'après cérémonie, on était juste à 2 mètres du ministre. Donc on a vu tous ces collaborateurs qui étaient là, tous les dirigeants des entreprises sous tutelle qui étaient là, mais curieusement, le DG de Camwa était absent, c'est son directeur général adjoint qui était là, et comme très souvent, il est très absent des cérémonies présidées par le ministre le ministre de l'Obscurité et de la Soif. Nous le disons, parce que les consommateurs qui nous regardent savent que c'est vrai, ils savent que de ce côté-là, ils ne se battent pas pour nous donner de l'eau ou bien de l'électricité, parce qu'à tout moment, cette émission, les consommateurs peuvent être sévrés. C'est-à-dire que l'entreprise qu'on appelle Eneo et que nous qualifions de noirs, cette entreprise-là peut décider en ce moment qu'une bonne partie des consommateurs ne puisse pas continuer à nous regarder. Et puis après, ce même ministre parlera de corbeaux, comme si nous étions en forêt, pourtant nous sommes en ville. Monsieur Moussara, vous avez été surpris par le déploiement policier, dispositifs de sécurité qui a été mis en place hier. Je veux dire, on aurait pensé que la ville de Douala-Oudouvan, ce côté-là, était en quasi-insécurité totale. Hein. Bien écoutez, Dipita, puisque nous avions le devoir de retracer un peu un certain nombre de faits. Le contexte n'était pas surprenant. De toute façon, comme quelques journalistes introduits, nous savions déjà la veille que M. Solo ne serait plus directeur général de Camwa à travers nos réseaux d'information. Mais vous rentrez, vous posez une question et moi j'aimerais bien m'attarder sur un certain nombre de choses. Allez-y. Si vous me le permettez, je voudrais juste dire aux téléspectateurs, c'est que c'est la deuxième fois que je vive comme journaliste, de mémoire de journaliste, des déclarations aussi agressives à une installation. La première, c'est celle de l'installation quand Mounoune Deyas quittait le port. J'ai écouté le ministre Nkili dans une approche critique, acerbe contre le directeur général sortant. Il n'y a pas eu de l'élégance dans les propos qui ont conduit à l'installation du directeur général entrant. Et j'avais peur. J'ai même cette peur qui continue puisque cela se récidive à travers l'installation ou la nomination du nouveau directeur général de la Camwa. Je vais vous prendre quelques extraits, permettez-moi, pour l'intérêt des téléspectateurs. Le chef de l'État a confié la responsabilité du secteur à un chef du département ministériel qui seul doit lui rendre compte et d'ajouter. La Camwa ne saurait évaluer en marge des principes de gestion moderne bien connus d'un État moderne et de démocratie. Le chef de l'État a confié à un chef de département. Sur le plan du droit, j'ai réfléchi là-dessus, permettez-le-moi, que je comprenne qu'un directeur général responsable devant un conseil d'administration, à qui il devait rendre compte à la tenue d'un conseil d'administration, en soi à rendre compte, qui devait rendre compte, puisque s'il y a une KBJ et une mauvaise gestion à Camwa, M. Solo devait rendre compte à la justice. Alors, tant mieux. Ici, dans cette déclaration, qu'est-ce que je décrypte? Je décrypte le simple fait que le ministre, à travers sa déclaration, au cas où il y a une mauvaise gestion de la Camwa, c'est lui qui doit répondre devant le chef de l'État et devant même les juridictions camerounaises au cas où il y a un détournement sur les faits
et sur ces déclarations. C'est ce que je déduis de ces déclarations. Et je croyais qu'il y avait une méthodologie des règles de convivialité au sein du RDPC. À 2 reprises, je constate que les camarades du même parti et des ressortissants des mêmes départements en soient à se dire des mots un peu très durs. Et si vous me permettez, Allez-y. je vais dire autre chose. Il s'ensuit ceci. Je m'en voudrais de ne pas révéler tout de même qu'avec un sens du devoir et de responsabilité plus accru et une démarche managériale plus exclusive, on aurait pu faire mieux. Est-ce qu'il y a eu, selon mon entendement, une expertise qui soit venue dire que la Can-Water a été à la lecture et en fonction des propos tenus par le ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie, il y a une expertise qui soit passée et qui est définie ou qui a déclaré que la Can-Water était mal gérée. Sauf si mon entendement a ses limites à la suite des propos. Et j'ai peur que ceci se fasse parce que les entreprises à caractère public, le responsable sur le plan juridique devrait être le directeur général. La tutelle impulse, mais celui qui répond devant le conseil d'administration, c'est le directeur général. Ça, je pense qu'il faut se méfier des mots. Et c'est des mots qui peuvent vous rattraper. Monsieur Atanganakuna a été lui-même directeur général de Can-Water. Et avant cela, Il a été administrateur provisoire de la SNEC. Il y a une méthodologie, donc, j'aurais bien souhaité qui s'applique sur les gestionnaires des entreprises publiques. Même si quelque part, on s'en rend compte que dès qu'on est parti d'un poste, on reste toujours en train de voir exactement. Et le problème ici, c'est que depuis l'arrivée de M. Solo, il s'est passé bien de choses pour lesquelles on estimerait bien voir M. Atanganakuna s'expliquer là-dessus. J'ai beaucoup connaissance de cette maison et que je ne voudrais pas tout de suite déclencher les hostilités. Nous verrons tout au long du débat. Je voudrais rebondir quand même sur un fait. Vous avez fait le lien avec Dayas Mounoumé, qui est parti du port et on sait ce qui s'en est suivi. Vous avez la même crainte pour Jean-William Solo? Mais écoutez, déjà depuis quelques années, il se passe que M. Solo est poursuivi devant le tribunal criminel spécial parce qu'il fait l'objet de beaucoup de convocations auxquelles il devrait répondre. Maintenant, je laisse encore la latitude au juge du TCS d'inculper M. Solo et je sais bien qu'il y a une convocation qui lui a été adressée hier, mais pour répondre demain au TCS. Oui, TCS demain. Voilà. Donc, ce qui est une évidence, le problème, c'est que l'attitude de cacher, et si nous étions dans un pays où la transparence était quelque chose de logique, je crois que les entreprises, les directeurs des établissements publics devaient tous les ans, aux yeux du monde, projeter le bilan d'activité et que nous ayons un œil, qu'on ait Ça me semble qu'il le faut au sein du conseil d'administration. Alors, Joseph-Marie Londo, vous également, vous partagez la même surprise, la même incompréhension, ou davantage vous vous inquiétez de ce qu'effectivement les consommateurs que vous êtes, par ailleurs, n'aient pas jusqu'ici de l'eau de qualité. Permettez-moi de vous dire simplement que ça me laisse parfaitement indifférent. Parce que moi, je me suis attelé à analyser le système, pas les individus. Donc, ce que vous voyez là est le résultat d'un système qui marche mal. Qui marche mal parce que M. Atanganakuna est déjà lui-même, pendant des années, patron de l'eau au Cameroun. Mais quand il part de là, il ne laisse pas de l'eau au Camerounais. D'ailleurs, à l'époque, nous étions encore assez actifs dans
dans les écritures, nous avions beaucoup de réprimandes, de récriminations contre lui. Cela n'a pas empêché qu'il passe de l'administrateur provisoire à directeur général, puis à ministre. Nous avons l'impression qu'il n'est pas très bien placé pour donner des leçons à Solo, qui par ailleurs n'est pas un exemple de gestion de managériale, quand on sait le passage qu'il a eu à l'ONADEF. Donc, je veux dire que je renvoie dos à dos les hommes dans leur prétention à donner des leçons à qui que ce soit. Parce qu'en réalité, M. Atanakuna est PCA de 3 sociétés d'État. C'est illégal. Au Cameroun, la loi interdit qu'un ministre soit membre d'un conseil d'administration. Donc il est mal placé. Il est d'autant plus mal placé que c'est lui qui signe les contrats, qui gère les contrats des néos. Les néos qui nous donnent l'obscurité, comme dit notre ami. Et néo qui est un homme d'affaires, qui n'est pas un fournisseur d'électricité. Donc c'est lui qui conduit la mission. C'est le secrétaire général de la primature qui est PCA à Néo. Oui, c'est ça, mais c'est lui qui a géré le dossier. C'est lui qui va en Ouganda. C'est lui qui va en Ouganda valider un néo qui est en train d'être un actis à l'époque, qui a changé rapidement de nom, justement pour des raisons stratégiques. Cet actis-là qui vient au Cameroun est chassé pratiquement d'Ouganda. Mais le rapport que l'on fait au Premier ministre est un rapport qui dit que et ce rapport est signé par M. Atang. Tout à fait. Il faut dire ici que la relecture du contrat institutionnel a quand même coûté 1 milliard de francs aux contribuables camerounais par un cabinet français qui a produit une petite page comme ça, 1 milliard de CFA, un marché de gré à gré. Il ne me semble pas que des gens comme ça soient aptes à donner des leçons. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement la manière, d'abord, où on perd toute convivialité dans un système qui, jusque-là, dont le patron lui-même a toujours brillé par une certaine approche conviviale, à la limite, je vais dire, flexible et diplomatique. Respectueuse de l'autre. D'où sort-il que des agents, des gens qui sont seulement porteurs d'une procuration, se permettent de donner, d'insulter à la limite leurs camarades, leurs frères, etc. D'autant plus que derrière donc cela se profile une haine de clan, une haine de frères, une haine de fratères, si vous voulez, au sens le plus étymologique. C'est-à-dire que ce n'est un secret pour personne que Solo William ne se rendait pas aux réunions que convoquait la tutelle. Donc, il est jugé parti. Je crois que ça a été mal conduit, et je suis d'accord avec Michaud, sur le fait qu'en réalité, c'est une démarche chaotique. Le conseil d'administration est, en fin de compte, quoi dans cette affaire? Est-ce que M. Bemengue, que nous avons vu caresser l'épaule tout à l'heure de Solo William, est d'accord avec tout ça? À quoi sert finalement un conseil d'administration? C'est des questions auxquelles il faudrait qu'on nous apporte des réponses. Maintenant, quand vous regardez derrière cela, lorsqu'on a nommé son successeur, qui est-il? Un ancien sous-préfet, secrétaire général du même village, Mafouakono. Donc on est dans une histoire de clan et de famille. Mais où est la compétence? Où est le casting dans ça, le casting efficace? Celui qui peut donc nous rassurer qu'après William Solo, c'est la question de fond, nous aurons de l'eau. Est-ce que ce nouveau directeur général est apte à le faire? Qu'est-ce qui empêche qu'au Cameroun, on lance un appel à manifestation? Pourquoi ne pas donner l'opportunité au conseil d'administration, si vraiment Solo est si mauvais que ça, de mettre en place un comité directeur ad hoc et de lancer un appel à manifestation pour des jeunes Camerounais nantis de diplômes en la matière, formés ici et là dans le monde, postulent. À quand la transparence? Combien de temps ça va encore durer
qu'on vous sorte sous le chapeau, et ça je peux le dire tout à l'heure encore, on bureaucratise complètement les entreprises au Cameroun. C'est le préfet, un préfet qui a été nommé directeur général de Sonatrach ce soir. Un préfet, oui, un préfet de la MEFOA. De la MEFOA. Alors, comment on va avancer dans l'entreprise au Cameroun avec des fonctionnaires, avec une bureaucratisation à outrance, n'est-ce pas, des affaires. Entreprise, entrepreneur. Il me semble qu'il y a là un problème de fond que les cadres du RDPC doivent régler, parce que c'est leur parti qui est aux affaires, au lieu de se jeter dans des batailles qui n'ont pas encore leur place. C'est-à-dire que les batailles électorales ne sont pas encore là. Le président de la République a dit, maintenant que nous avons fini avec les problèmes politiques, l'heure est à l'économie, l'heure est à la résolution des problèmes du peuple camerounais. Est-ce que les gens se rendent compte de cela? Comment peut-on comprendre, pour finir, que on assigne aux nouveaux venus 75%. Ça veut dire simplement que tous ceux qui étaient là n'ont rien fait, y compris à Tanakona. N'est-ce pas, qui a mis plus long que tout le monde, qui a privatisé, qui a donné l'eau des Camerounais aux Marocains. Ton moulin pour dire que le conseil d'administration de Canwater s'est tenu en décembre et on a donné Cutis à Solo. Ce qui est surprenant. Donc, Cutis en décembre. Bon, alors, il a donné l'eau aux Marocains. Vous connaissez leur salaire. Vous voyez, toutes ces manipulations, toutes ces manigances ne rassurent pas le consommateur camerounais et le citoyen tout court quant à son avenir en matière d'eau et d'électricité. Alors, Samuel, encore, on parle d'eau. Et les précédents intervenants ont bien décrypté la situation de leur point de vue. La question sera simple et directe. Est-ce que Canwater est devenu un marigot à crocodile? Avant de répondre à votre question, Tipita, je veux d'abord dire que moi, je dénonce le gâchis. Je dénonce le gâchis parce que je suis un ancien directeur général. Et je ne le suis pas parce que je suis fonctionnaire. C'est mon métier de formation. J'ai été formé jusqu'en Europe, Camerounais en Europe. C'est mon métier. Je travaille en Europe, je travaille au Cameroun. Dans le secteur d'entreprise, c'est mon métier, ma formation. Et je déplore la manière dont nous travaillons, qui constitue 50% de causes d'échec du management de nos entreprises publiques. Comment voulez-vous travailler sans collaborer? La collaboration est la première arme de la réussite dans le management, dans la gestion des hommes. Le management, vous ne pouvez pas gérer les entreprises publiques ou privées quand il n'y a pas de collaboration entre les différentes entités institutionnelles du système. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Le ministre de tutelle n'est pas l'autorité directe d'une entreprise. Fût-elle d'État, une entreprise a un conseil d'administration. Ce conseil d'administration qui est, je peux dire, le patron du directeur général. Et c'est à ce conseil d'administration que l'actionnaire majoritaire, qui est l'État, donne mandat pour gérer une entreprise. Et normalement, la tutelle de l'entreprise, qui est le ministère de tutelle, qui reprend l'État, on doit lui rendre compte. Mais il ne doit pas se rendre compte, ce n'est pas une forme d'immixtion permanente dans la gestion. Sinon, on laisse au directeur général les coudées franches pour gérer. Il arrête un programme d'action qui est approuvé par la hiérarchie, c'est le conseil d'administration. À partir du moment où ce programme d'action est approuvé, il faut qu'on travaille. Je ne comprends pas qui est ce genre d'animosité, de haine. Entre vos camarades. Je dis même entre Camerounais qui œuvrent pour la même cause. La cause ici, c'est l'eau.
D'où vient-il que les uns et l'autre personne n'est propriétaire? Tout le monde a été désigné par le chef de l'État. On me désigne ministre, on désigne tout directeur général de PCA. Nous devons collaborer pour l'intérêt général. Et c'est ça que je déplore, qu'il y a ce gâchis où les gens privilégient les intérêts personnels et individuels par rapport à l'intérêt général. Moi, je prends les Camerounais, beaucoup de Camerounais me connaissent. Hein. Personne ne peut témoigner. Quand moi, j'ai été directeur de banque, ici à Douala, j'avais 28 ans. Quand mon homme directeur de crédit d'une banque, j'avais 28 ans, 29 ans. J'ai été directeur général, j'avais 33 ans. C'était d'abord l'intérêt général. Il fallait construire les plateformes pétrolières qu'il y a au Cameroun ici. C'est moi qui les ai construites. Je ne regardais pas les intérêts de personne. L'objectif, c'était ceci. Je vais vous donner un exemple. Un jour, dans la zone de Bakassi, ce n'était pas une zone de guerre. Le président Abacha avait dit au président de la République que bon, dans cette zone-là, comme les fonciers n'étaient pas délimités, on allait faire une exploitation concomitante sur certains gisements. Et qu'il était convenu que c'est un petit peu ce qu'on vous raconte. On avait dit que bon, le jour où on va le faire, on se dit, bon, il faut que chacun construise sa plateforme, on les installe en même temps. Le Nigeria va fabriquer une plateforme, ça nous informe, comme le chef était très au courant. Il est informé que le Nigeria est en train de chercher une barge pour transporter sa plateforme. On m'a demandé de construire une plateforme en moins de 6 mois. C'était du jamais vu. Le temps de commander le matériel. Non, du jamais vu. Alors, à ce moment-là, si vous ne collaborez pas, si vous ne travaillez pas avec tout le monde, vous ne pouvez rien faire. Et voilà le résultat. Le résultat parce que les gens ont des égos qui ne se justifient pas. Il y a un seul chef d'État. Nous avons un seul chef d'État qui est élu. Nous autres, nous sommes les serviteurs de l'État. Nous devons servir notre pays si nous l'aimons. Et on doit le servir même avec les gens qu'on n'aime pas. Pourquoi ne... Quelle haine? On doit se nourrir entre nous. L'un est DG, l'autre est ministre. Quelle haine? Qui ne se justifie pas. Donc vous concluez également à cette... Moi je dis que à partir du moment où il y a ce genre d'animosité, ce n'est pas un climat propice pour réussir dans le management. Alors avant le deuxième tour de table, donc, je conclue pour dire que je déplore ça, et c'est ça qui a amené tout ça, et je ne sais pas. Bon, celui qui arrive, s'il a les outils nécessaires pour réussir, bon, parce que tout le problème est là. Il a soulevé un problème, M. Lundé a soulevé un problème. Est-ce que les gens comme le profil de l'emploi est une indication importante? Bon, mais je dis, je ne veux pas apprécier parce que celui qui nomme, c'est le chef de l'État, c'est son pouvoir régalien, souverain. Je crois qu'il a pris tous les éléments d'appréciation pour le faire. Et on ne va pas commencer à voir... Bon, il y a des fonctionnaires qui ont réussi dans le privé, dans le secteur managérial. Pourquoi pas cela? Bon, mais mon problème, c'est qu'il faut privilégier l'intérêt général qui est l'intérêt des Camerounais. Alors, avec votre permission, avant le deuxième jet de prise de parole de fond, je voudrais qu'on écoute quand même quelques extraits de l'interview du ministre Basile Atangana pour que l'opinion au moins soit au même niveau d'information. Ce sont des extraits. On va se retourner vers la réalisation pour écouter cet extrait du ministre de l'énergie et de l'eau. Lorsqu'il était la soif. C'est avec beaucoup d'émotion Un peu de volume. que je me retrouve aujourd'hui au sein de la Cameroon Water Resources Corporation, Camwater, une prestigieuse entreprise où, il y a de cela quelques années, je remplissais encore les fonctions de directeur général. Ceci dans des circonstances particulières induites par le train de mesures que nous avons eu l'honneur de conduire grâce à la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Mais ma présence en ces lieux, vous devez déjà le savoir, se justifie par la survenue d'une mutation à la tête de cette entreprise.
L'entreprise que vous héritez ce jour n'a pas été capable ni d'achever dans les délais impartis les projets qui avaient déjà été lancés et encore moins d'implémenter de nouveaux projets, installant ainsi tout le secteur dans un déséquilibre dont la profondeur s'accentue progressivement. Bien plus, elle entretient depuis quelque temps déjà des relations très étriquées, aussi bien avec les bailleurs de fonds qui ont toujours accompagné le secteur qu'avec son partenaire, la Camerounaise des eaux. Par ailleurs, vous ferez face à quelques irrégularités qui y sont entretenues et qui ont trait à la violation des engagements contractuels, toutes choses ayant valu à la CamWater la suspension et l'annulation respectivement des décaissements de la Banque européenne d'investissement et des financements de l'AFD au cours des années 2012 et 2013. Il en va de même des recrutements des personnels cadres et des nominations des responsables qui ont été opérés, non seulement en marge des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, mais parfois suivant des critères peu recommandables. Il en va de même des prolongations d'activités irrégulièrement accordées à certaines personnes. Je me dois de vous dire tout de suite, cette photographie un peu sombre de la société ne devrait pas être de nature à vous faire peur ou même à vous décourager. Il vise simplement à vous permettre de vous prémunir d'outils nécessaires pour relever les défis et pourquoi pas porter la CamWater au niveau où elle devrait être. Voilà, c'était une déclaration du docteur Basila Tanglakuna, ministre de l'Énergie et de l'Eau, à l'occasion de l'installation, cette fois-là, de Alphonse Roger Ondoa Akoa, directeur général de la CamWater depuis ce lundi. Joseph-Marie Elundou, vous vouliez apporter des... Oui, je voulais, à la suite du débat. dans le sillage de M. Ouaho, me poser la question de l'utilisation des forces de l'ordre dans ce genre de situation, de cérémonie. C'est un peu sur la question que j'ai posée à... Oui, en fait, Le camp était de quoi véritablement s'agissait-il l'autre jour? Est-ce que M. Solo avait déjà été jugé quelque part et son sort était déjà scellé? Par qui, je ne sais pas, pour qu'on mette une escouade. Que redoutait-on? De mémoire de Camerounais, nous sommes presque de la même génération, on ne connaît pas de grande violence à M. Solo William. On peut même lui reprocher beaucoup de choses, mais je ne crois pas que vous, Michaud, vous ayez connaissance que c'était... Non, je crois qu'il y a un montage. C'est un montage dangereux qui est lié au fait qu'il y a dans le système BIA des personnes qui tiennent leur force dans ne sait où, qui sont partout, qui sont omniprésents, qui posent les actes les plus délictueux sans que cela ne dérange personne. Nous disons que de CamWater version à Tanglakuna, qui se jette des fleurs là tout à l'heure, qui est plus narcissique que jamais, parce qu'il se parle à lui-même quand il était à la CamWater, il y a une évolution, ne serait-ce que sur le plan budgétaire, n'est-ce pas? Je crois que cette année-ci, ils sont à plus de 200 milliards. Alors, est-ce que ce n'est pas simplement pour que ce pactole-là passe dans le créneau de la mafia institutionnelle et gouvernementale et que ce soit des hommes de main, des affidés qui gèrent ces budgets importants? Je crois que si vous regardez bien, j'ai la prétention d'investiguer sur le système gouvernant au Cameroun. Je suis président du comité national de lutte contre l'immigration, mais j'ai également un journal qui s'appelle Anti-contrefaçon, contrebande et corruption. Notre spécialité, c'est ça. C'est que rien ne se fait au Cameroun, n'ayez jamais une première lecture des choses.
Il y a une lecture, une troisième lecture. Et le cas sur le William est un cas, je vais dire, à la limite, je vais dire, symptomatique d'un certain nombre de jeux qui se font en fond de cours. Il y a des choses occultées. Et vous avez bien posé la question, que cache le limogeage? Ce limogeage cache non seulement et porte les relents d'une vengeance, d'une haine qui transparaît dans le discours. Parce que le discours là est violent, extrêmement violent. Sur William est assis à une personne du ministre de la République qui ne met aucun gant pour le mettre pratiquement en jugement. En jugement. Avec une volonté de l'humilier. Bon. Moi, je pense qu'il faut regarder cette affaire de près. Il faudrait que ceux qui gouvernent et qui ont la possibilité, le Premier ministre et les autres, rassurent les Camerounais. Parce que si on retrouve ce genre de joutes au cœur d'un système, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui parce que le Cameroun connaît beaucoup de problèmes en ce moment. Vous avez vu, il y a un monsieur sur Internet qui menace le chef de l'État. Nous avons des peurs qui s'installent à l'extrême nord du pays, des peurs qui s'installent dans nos villes, avec les bennes séquineurs qui ne vous laissent pas passer, qui vous arrachent vos sacs, qui vous poignardent. Et vous avez maintenant au cœur du système institutionnel et politique les acteurs majeurs qui rentrent dans une sorte de guerre des tranchées qui ne peut pas rassurer le citoyen. Et je pense qu'il est important que l'on se penche sur la question. Et je dis, pour finir, nous avons la responsabilité du Cameroun. Même si nous ne sommes pas ministres, nous ne sommes pas prêts à accepter que des gens, parce qu'ils sont nantis des deniers de la République, bien sûr, et que l'impunité règne absolument dans le système, que ces gens-là mettent l'étincelle au feu. Mais dans le fond, la question demeure. L'eau ne coule pas dans nos robinets. Si oui, pas forcément de qualité. Bah, je crois qu'après ce discours, ce discours qu'on peut qualifier de politique, moi, je vais prendre le discours de terrain, le discours concret, le discours pragmatique, qui est le discours du consommateur assoiffé. Le consommateur assoiffé d'eau. Donc, le consommateur qui vit la pénurie d'eau. C'est un triptyque. Sur le plan de la production de l'eau, le gouvernement et Kawater ont échoué parce qu'il y a insuffisance en matière de production. Et ça viole la loi sur l'eau. Et ça viole également la résolution de l'ONU qui stipule que le droit d'accès à l'eau potable est un droit de l'homme. Donc le Cameroun est un pays qui viole délibérément ce droit de l'homme qui est le droit d'accès à l'eau. Et maintenant, sur le plan de la qualité, nous avons la malchance d'avoir une eau qui ressemble au drapeau du Cameroun. Donc tantôt l'eau est verdâtre, et si elle n'est pas rougeâtre, et jaunâtre. Donc ça dépend des coins et recoins où on se trouve dans ce pays. Sur le plan du prix, nous avons une eau qui coûte très cher. Parce que plus de 300 francs CFA, le mètre cube d'eau. Donc environ 3 fois le kilowatt d'électricité. Et plus cher que dans presque tous les pays d'Afrique. Alors que le nom de chaque département au Cameroun est un cours d'eau. Le Vourou, c'est un cours d'eau, le Fondu, c'est un cours d'eau, le Nioré, c'est un cours d'eau, le Mungo, il y a des cours d'eau partout. Et le Cameroun a le deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique. Donc, dans une telle situation, est-ce que celui qui est censé gérer la politique gouvernementale en matière d'eau peut oser parler fort, peut oser lever le ton, alors qu'il est, si on ne peut pas dire, le principal concerné, le principal acteur de la soif des consommateurs, car il est parti d'administrateur de la SNEC à DG de Kawater, et on sait très bien ce qui s'est passé. Quand il était administrateur provisoire de la SNEC, c'est lui qui a permis la séparité de la SNEC qui s'est transformée en Kawater et CDE. Et des sources plus ou moins crédibles
voient des intérêts le concernant dans le chiffre d'affaires de la CDE. Et vous voyez, du côté de la CDE, ce sont des Marocains qu'on appelle comme ça pour mettre là. Et curieusement, les Marocains sont transformés camerounais. Les Marocains qui ignorent le droit du consommateur à l'information, donc ils ne communiquent jamais. Vous êtes surpris qu'il n'y ait pas d'eau et vous ne les voyez jamais, ces Marocains. Sauf que quand il faut signer, des accords, des conventions et tout. Moi, j'étais au Maroc. Au Maroc, il n'y a pas de coupure d'eau pendant une seconde. Mais curieusement, au Cameroun, les Marocains nous assoiffent et roulent des tas de grosses voitures. Juste parce qu'ils ont des parapluies et des godasses, des salaires de robolants. On se demande bien pourquoi la défunte SNEC a été séparée, pourquoi ça a été divisé. Pourquoi d'un côté la Carotter, d'un côté la CDE, et quel profit pour le consommateur? Vous voyez très bien les intérêts. Donc j'interpelle ici modestement le président de la République, qui est censé être le premier consommateur d'eau, pour qu'il comprenne la nécessité de prendre le dossier à main. Qui n'attendent pas que Yaoundé soit dans la pénurie d'eau et des semaines durant pour se lever. Moi, j'aurais aimé que tu continues dans ta lancée tout à l'heure. Lorsque tu dis, et il faut le dire avec emphase, que chaque département du Cameroun porte le nom d'au moins un cours d'eau. Oui. Le Vouri, le Cam, Le Foudé, partout, c'est de l'eau là. Que le Cameroun risque même de se noyer. Oui. Mais les Camerounais ont soif. Ils ont soif d'eau, Voilà. alors que des ministres viennent aux installations montrer quand j'étais déjà de Carotter, ça a quoi voir? Qu'est-ce qu'il a foutu quand tu étais de Carotter? Le consommateur a-t-il eu de l'eau à ce niveau-là? Non. Non, pas Nous ne voulons pas ce genre de discours. Maintenant, Nous ne voulons pas, les consommateurs d'eau ne consomment pas des paroles, des discours, ils veulent des actes. Ils veulent de l'eau qu'ils achètent. Ils ne demandent pas. Il n'y a pas de monde en matière d'eau. Nous voulons de l'eau que nous achetons, même si c'est plus de 300 francs le kilowatt, mais on veut de l'eau. Et je rappelle bien que cette situation, la Ligue camerounaise des consommateurs n'entend pas cela. On va poursuivre l'État du Cameroun pour violation des droits de l'homme. Parce que je vous dis très bien que le droit d'accès à l'eau potable est un droit de l'homme. Mais tous les jours, on souffre. Et un ministre qui est chargé de cette question-là, de se pavaner avec les gendarmes, les militaires. J'espère que quand je rentrerai à Yaoundé, je trouverai ce gendarme et militaire en train de m'attendre pour dire « Monsieur, vous avez manqué de respect à un ministre de la République. » Je dirais « Prenez-moi, allons-y et on verra comment les Camerounais ont de l'eau. » On dit non, trop c'est trop, que si le chef de l'État nous regarde, ou bien si ses collaborateurs nous regardent, qu'ils comprennent bien que le peuple camerounais est soudé derrière lui pour lutter contre Boko Haram, pour faire, dans sa campagne politique. Mais ce peuple camerounais-là qui a l'air calme, qui a l'air silencieux, vous savez, quand on dit que l'eau c'est la vie, ce n'est pas mensonge. Le peuple camerounais est en train de survivre. Il n'acceptera pas de continuer à survivre jusqu'en 2018. On entend les politiciens dire 2018 en se foutant pas mal de nos besoins. C'est moqué de nous. Il y a un politicien là, je dis à ce politicien, allez dire à votre président national que le peuple camerounais c'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette affaire. Ne risque de pas arriver. Sans eau, sans électricité. Si au moins il n'y avait pas d'eau et qu'il y avait l'électricité, on peut comprendre que ce ministre serait chargé de ce pan-là. Mais c'est pas fané. C'est le genre de ministre. Mon cher député Tongo. Oui, vous terminez. Je termine en disant que c'est le genre de ministre qui doit se cacher. Parce que si on était dans un vrai pays, on sait que c'est lui qui nous a soif. C'est lui qui nous met en obscurité. Je ne menace pas. Je dis la colère. Je porte la colère. Je porte la colère de ceux-là qui sont assoiffés d'eau, de ceux-là qui sont aveuglés, de ceux-là qui sont aveuglés par l'obscurité. Et monsieur député Tongo, je vous dis, je vous dis très bien, monsieur député, que les Camerounais qui nous regardent, ils sont en train de reconnaître le porte-parole ici. Ils savent que celui qui parle là, c'est le président. Et que le président n'est pas venu ici, c'est pas venu avec ses cravates rouges, il est venu ici porter les nouvelles. Il est venu ici porter la nouvelle de leur soif, la nouvelle de leur obscurité. J'ai fait 5 jours de grève de la faim devant l'ARCEL, l'agence de régulation de l'électricité au Cameroun. Donc du 21 au 25 avril 2014. Pour crier notre désarroi, parce que le même ministre voulait augmenter le prix de l'électricité, que nous appelons obscurité. On a dit non, on pouvait mourir. Et c'est au terme de ces 5 jours que le président de la République a décidé qu'il n'y aura pas cette hausse des prix de l'électricité. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Non, Michel, on va d'abord écouter Michel. En BAM, vous avez l'électricité de 10h à 14h30.
à Mbam. C'est au Cameroun, hein. Ce n'est pas... C'est au Cameroun. C'est chez moi. Voilà, c'est chez vous. Voilà. C'est de 10h à 14h30 que vous avez le courant. En bas, mais tu vis en Mais vous avez des factures, n'est-ce pas, qui ne varient pas. C'est-à-dire, on vous sert des factures de l'obscurité. Voilà. Donc vous comprenez bien que Bon, un ministre qui gère ce secteur n'a pas parlé. allons dans la projection. Alors, maintenant, il y a un nouveau directeur général qui est nommé. Les problèmes demeurent. Est-ce que nous sommes sortis de l'auberge? Non, je pense que il y a quelques jours, j'avais estimé que, en ce qui me concerne, le système politique, hein, c'est un système. On ne peut pas parler d'individus. Parce que ici, Monsieur le Président de la République a constitué une équipe de football. Quand vous avez une fracture, vous attendez. Le jour où vous vous rétablissez de votre fracture, on vous remet au stade. C'est un peu ça le système actuel. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'avoue que, permettez-moi, il m'arrive souvent de ne pas être très assidu. Parce que la lecture que nous nous faisions de ce système actuel, c'est le système, c'est le désespoir. Parce que les gens ne se configurent pas, ils ne se projettent pas. Et à partir de ça, vous posez une question un peu très maligne. Parce que quand vous nous demandez, moi je peux dire que le nouveau directeur général de Camp Water peut venir avec une logique de défier ce qui n'a pas pu être fait. Mais quand on sait les contraintes et ce qui peut concourir à ce qui n'aille pas jusqu'au bout de ce qu'il se projette. Moi je dis que la Camp Water ne manque pas de techniciens. Il y a des ingénieurs, il y a des géologues, il y a tout ce monde qui travaille au sein de cette structure. Monsieur Solo n'est pas ingénieur en des eaux, non, en géologie. Et... Mais il a donné ce qu'il pouvait donner comme partition. Le problème dans ce pays, c'est que tout à l'heure, vous avez vous-même suivi les déclarations du ministre. C'est ce qui fait problème. Cette mainmise sur la gestion. Vous êtes ministre, vous avez ce qu'on appelle les services déconcentrés. Mais personne ne se projette. Il y a une peur bleue, malgré tout ce que vous avez comme capacité intellectuelle. Vous avez comme dans l'esprit que si je me projette, j'ai quelque part des gens qui vont estimer que non, tout ce que tu prends comme initiative ne peut pas fonctionner parce que ceux-là n'ont pas donné leur avis. Et je suis peiné. C'est qu'il n'y a pas, mon cher Elundu, dans ce pays, une culture de la démission. C'est-à-dire, quand vous êtes patron d'un projet, vous estimez que vous êtes phagocyté. Vous estimez qu'on ne vous laisse pas aller jusqu'au bout de votre projet et que vous remettiez votre tablier. C'est ça le problème avec les Camerounais. Nous sommes confrontés à cette attitude de frustration permanente. Et ça fait que l'obligation du résultat devient même compromettant. Donc, ce que nous dénoncions ici, c'est pour que le Cameroun, ensemble nous avancions, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de routes, et que ceux donc qui se projettent en 2035, que ceux qui rêvent, qui continuent à rêver, espèrent que cela va pouvoir se produire. Mais les mécanismes, M. Dipita Tongo, tels que mis en place par le système politique actuel, ne peut pas. Il faut voir, les gens se tiennent autour du président Biya, c'est des lions. Ils n'attendent que la proie s'affaiblisse pour couper la tête. Ils s'entrechoquent, ils se contrôlent, ils se maîtrisent. C'est violente. Ils se violentent. Voilà là où nous sommes dans un système où tu n'es pas avec moi, je t'élimine. Voilà comment ceux qui gèrent ce système actuellement et comment se défaire d'un tel système, ça peine parce qu'en réalité, celui qui subit, c'est le citoyen camerounais. Il faut qu'on se dise des vérités. Je connais des gars qui sont venus ici avec des projets bien montés à partir de l'Occident et avec l'appui même des banques étrangères,
quand ils arrivent des Camerounais et le président de la République déclare que nul n'a besoin de prendre le maquis pour s'exprimer et qu'il demande à nos intelligences, pendant que les Blancs parlent de l'immigration choisie, cela veut dire que nos valeurs intellectuelles, les Ouahans ont eu le courage de revenir. Oui, mais il y a problème. Les gars viennent avec des projets. Ils viennent, les ministres, certains, estimant qu'ils n'ont pas leur intérêt. Nous avions vécu à l'Est avec l'installation d'une structure à l'Est. Voilà. Donc vous voyez l'aboutissement de ce projet, il est parti. Les gens sont venus avec des projets à milliards dans ce pays. Ils ont été phagocytés parce que les ministres, certains n'ont pas eu leur intérêt dans cette affaire. Alors, est-ce que M. Biya a constitué une république progressive ou il a constitué une république de prédateurs qui estiment que l'heure est arrivée? Donc vraiment, votre question, voilà la simple analyse que je peux faire à cela. Il dit que la politique en matière d'eau, il n'y croit pas beaucoup. Celle que vous proposez, ou du moins celle que le parti propose. Est-ce qu'on peut espérer quand même avec ce jeu de chaises musicales que désormais les Camerounais peuvent au moins avoir de l'espoir? Si ce n'est pas demain, peut-être dans 2 ou 3 ans avoir de l'eau. J'ai dit quelque chose ici, je le redis, que quand on gère les intérêts de l'État, il faut privilégier l'intérêt général, pas les intérêts privés ou individuels. Quand on privilégie les intérêts individuels ou privés, on tombe dans un marasme lié à des conflits de personnes et qui bloquent le fonctionnement d'un système. Et c'est ça que j'ai dénoncé ici. Parce que quand j'ai suivi les interventions des uns et des autres, j'ai compris qu'il y avait des querelles de personnes entre les intervenants qui devaient collaborer, travailler ensemble pour faire avancer un secteur qui est un secteur vital. Parce que l'eau et l'électricité, c'est la base d'un développement dans un pays. Donc, je crois, je souhaite parce que les bases pour aller à l'émergence ont été posées. Le schéma qui a été posé est un schéma avec le document de croissance et l'emploi. Si ce document, c'est un document valable qui a été approuvé, même par les institutions internationales, qui sont nos partenaires de développement, que sont la Banque mondiale et le FMI et les différentes banques européennes de développement, ce document, qui est le document de base de l'émergence, a été approuvé dans son schéma. Mais il faut maintenant partir du schéma établi à l'action. Et c'est là que tout le problème se pose. Et c'est ça que je dis qu'il faut que tous les responsables, moi je ne désigne pas tel ou tel, tout le monde doit privilégier l'intérêt général. Moi je dis, j'ai eu à assumer des fonctions, de hautes fonctions dans ce pays. Si on ne privilégie pas l'intérêt général, on ne peut pas avancer. Parce que nous tous, nous voulons que le Cameroun avance. Si on applique ce schéma, nous allons avancer. Il n'y a pas de raison que le Cameroun manque d'eau et d'électricité. On peut même faire autrement. Et comme ministre, moi, je prends le cas de la France, que nous tous, on regarde un peu comme ça là. EDF n'a jamais été privatisé. Quand, comment ça s'appelle, les Américains, là, quand ils partaient, moi je suis de ceux qui ont demandé à ce qu'on renationalise la Sonel. Parce que c'est des structures de souveraineté. Parce que en plus, AS Sonel, AS américain, avait un déficit d'investissement conventionnel de 1000 milliards, 1300 milliards de non investis. Ça devait être une pénalité qu'on devait lui faire payer. Et à partir de ce moment, on négociait. Nous autres, on a parlé de ça. À qui de toi? Que sur cette base-là, on négocie, on dit, monsieur, on vous indemnise, mais il y a 1300 milliards de non-investissement, d'engagement qu'on n'avait pas tenu. On va soustraire ça de ce qu'on doit vous rembourser. Dégager, et l'État reprenait la souveraineté sur l'électricité. On va prendre Actis, qui est un fonds de pension. De retraité anglais. Un fonds de pension anglais. Le fonds de pension, c'est rentabiliser la mise. Oui. Or, développer l'électricité dans un pays, c'est amener le développement. On ne cherche pas la rentabilité. Oui. Alors, les objectifs sont divergents.
À partir de ce moment, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on soit surpris parce que le schéma qu'on doit poser doit correspondre, les actes qu'on doit poser doivent correspondre au schéma qu'on a tracé pour amener le Cameroun à l'émergence. Quand on pose des actes qui sont contraires à ce schéma, on se retrouve devant des difficultés. Et je veux simplement dire que si actuellement, les gens qu'on a nommés, j'estime que le chef de l'État, qui est le principal désignateur des responsables, a apprécié le dossier qui lui a été présenté pour Solo, pour dire qu'il faut le remplacer, mettre quelqu'un, et ce monsieur qu'on a mis là, moi je ne le connais pas, mais je souhaite qu'il vienne collaborer avec tout le monde pour que le Cameroun avance en matière d'eau. L'eau, c'est la base du bien-être des Camerounais. S'il manque l'eau, c'est pas possible qu'il manque l'eau. Le manque d'eau amène énormément de maladies à partir des enfants et tout le monde. Donc, il faut que l'équipe qu'on met en place vienne collaborer, vienne travailler dans le sens de l'intérêt du Cameroun et du Cameroun seulement. Pour sortir, Joseph Marie Lundo. Moi, je pense que, tout en restant dans Le schéma dessiné. le schéma, le modus operandi, hein, c'est important de le bien définir. On fait quoi? Une entreprise, telle que l'a décrit son ministre de tutelle, est une entreprise en détresse. On ne peut pas prendre un administrateur, un sous-préfet tranquille pour lui donner une telle entreprise. Il y a des techniques, si M. Ouah est là, il est dans le patron des entreprises, il sait qu'il y a des techniques pour porter une entreprise en situation de catastrophe qui ne sont pas à la portée du premier administrateur civil venu. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ce n'est pas qu'il soit moins intelligent que les autres, mais il n'a probablement pas les outils lui permettant de redresser une situation telle que l'a décrite notre ministre. Mais moi, je veux dire que en 2011, quand le président de la République actuelle est réélu, on dit, OK, on y va. Nous écrivons au chef de l'État sur la question de l'eau, en disant qu'une étude anthropologique de l'eau. L'eau est d'abord une affaire de culture. Le gars de Kousseri ne gère pas l'eau comme le gars d'Ambam, qui a le thème qui coule toute l'année. Alors que le gars de Kousseri, il a son maillot, Le Logon. le Logon, et de temps en temps, il n'a même pas de l'eau. Donc il a une gestion de l'eau qui est liée à sa culture. Le Cameroun a des cours d'eau partout. Pourquoi ne pas créer 10 sociétés régionales? Chaque région avait son entreprise de l'eau. Puisque tout le monde boit de l'eau. Or, quand vous voyez tel que c'est géré aujourd'hui, vous pensez que Sir William, ou bien son successeur là, À quoi? peut s'occuper, à partir de Douala, convenablement de l'eau en Mindif ou bien en Moulvoudaï Il se dit, permettez-le-moi, il se dit à la lecture de son cahier de charge et même de ses capacités, il se dit que la révolution de la ville de Yaoundé, quand il était secrétaire général de la communauté urbaine, émane de lui, c'est son impulsion. Et donc, c'est vrai que... Non, on dit la transformation en matière d'infrastructure et de la ville de Yaoundé, transformée. Bon, en fait, je m'appuie sur ce que je lis. Nous sommes des Yaoundé, hein. Nous sommes des Yaoundé, donc nous sommes des témoins. Moi, je ne veux pas qu'on soit du Nous sommes débat. des témoins des Yaoundé. Voilà, donc... Je suis allé... Vous terminez. Et je vous dirais que l'eau que vous voyez à la surface au Cameroun est moins importante que les nappes phréatiques dont dispose notre pays. Donc, il y a un problème ici qui est un problème d'approche à la fois culturelle, stratégique de la gestion de ce secteur. Tout à fait. Et lorsque l'imposture s'installe dans le secteur, avec ce que nous voyons, parce que là, ce que vous appelez le jeu des chaises musicales, il faut bien expliquer aux spectateurs qu'il s'agit que tu prends ton frère, tu enlèves et tu mets ton autre frère. C'est tout. Oui. C'est-à-dire que nous sommes dans une gestion clanique. C'est devenu la fête la même fois. C'est familial, patrimonial de l'eau dans notre pays. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Et ça, c'est bien dangereux Et je quand même reste pour une société convaincu qui se veut... que, sauf si je me trompe, mais tu sais, Mousso va me rassurer,
je ne suis pas sûr que le chef d'État soit impliqué dans cette affaire. Je suis convaincu qu'il y a des secteurs comme ça qu'il a laissés à la portée d'un certain nombre de personnes qui en font leur propriété, gèrent ça à leur guise. Et ce n'est pas la première fois, ce ne sera sûrement pas la dernière que nous en parlons. Nous disons que le secteur de l'eau et de l'électricité sont en situation de catastrophe. Ce qui se passe aujourd'hui, le discours d'Atanakuna devrait correspondre à un dépôt de tablier par lui-même, en disant nous avons échoué ensemble dans le secteur de l'électricité, Solo William, moi-même et tout le monde, il faut qu'on parte. C'est tout. Jusqu'à quand ça va durer? Les mêmes têtes, Bemengue, directeur général ART, membre du conseil d'administration, les mêmes têtes tournent au Cameroun depuis des années. Et rien n'avance. C'est le système. Et tout se passe comme si cela était normal. Ça ne peut pas Je t'ai dit que... Je pense qu'au lieu de commencer... Jean-Marie, je t'ai dit que ici c'est un club de football. Alors, ils sont une centaine. Ta métaphore m'a plu. Elle est extraordinaire. C'est vraiment une équipe de football. Quand vous vous faites mal... Michel, vous avez refusé de répondre à ma question. J'espère que Delors... Non, vas-y, j'ai pas... En termes de perspective, de projection, est-ce que j'aurai l'eau peut-être dans 2 ans? Vous aurez l'eau s'il y a une... Non, c'est Delors qui a la parole. D'accord. Donc là, nous sommes... je crois que le grand frère Joseph Marie Lindou, qu'on connaît très bien, avec qui je fais des débats depuis 20 ans, et avec qui j'ai voyagé par train, un train qui a été tranquille sans déraillement cette fois. Non, écoutez, c'est la consommation. Moi, je suis expert en question de consommation au Cameroun. Et ceux qui me regardent savent que celui-là, il dit la vérité. Le transport aussi, c'est la consommation. C'est ce que je dis, oui. Je dis bien que nous avons voyagé aujourd'hui par train tranquille sans déraillement. Parlons du Et transport. on souhaite qu'il n'y ait plus de déraillement. Donc maintenant, concernant l'eau, concernant le futur n'est pas rose. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une affaire de la MEFO à Konnor. Et combien de Camerounais savent même où se trouve la MEFO à Konnor? Mais ils savent très bien que il y a des gens qui font semblant de gérer la question de l'eau et qui nous assoiffent. Voilà la problématique. Je dis bien que quand les membres de la Ligue camerounaise des consommateurs décident de qualifier le ministère de l'eau et de l'énergie de ministère de la soif et de l'obscurité, il ne s'agit pas des mots, il s'agit des faits. Il s'agit d'un ministère qui ne donne que de mauvais résultats. Et comment un ministère qui ne donne que de mauvais résultats peut être au devant de la scène où on voit le chef de ce département se pavaner? Comment vous pouvez venir devant des gens qui en sont assoiffés d'eau, des gens qui sont aveuglés? Je rappelle même que quand vous avez la chance d'avoir une goutte d'eau, cette eau est vendue cher. Et même cette eau qui est vendue cher n'est pas... C'est que vous pourrez la vie, ça dit que vous rend malade. Mais la question de... Et même, je vais répondre, et même, quand vous oubliez d'aller payer votre quittance, qui est moins de 2 ou 3 000, vous êtes obligé de débourser 4 000 francs et poussières de frais de coupure. Coupure de quoi? Coupure de quoi? D'eau? Parce que quand vous ouvrez le robinet, c'est le gaz qui sort. Mais je pose Okay? Donc, pour dire quoi? Pour dire que voilà la cartographie. Voilà la photographie. On ne peut pas accepter d'aller payer la taxe sur la coupure, ce que nous appelons la pénalité. Oui. Pendant qu'il y a une loi de finances qui a aboli les pénalités, et au Cameroun, les entreprises, la SNEC et... C'est maintenant la CDE, c'est même la SNEC, la Camerounaise des eaux, des Marocains et tout, qui ne nous sert à rien, qui nous pourrit la vie. Veut dire qu'ils vous imposent de payer les frais de coupure pendant qu'il y a une loi de finances. Les députés en ont débattu dessus. Depuis pratiquement 7 ans, ils ont refusé l'application de cela. Michel Moussa, nous ne connaissons, la Ligue camerounaise des consommateurs ne reconnaît pas des députés pour cette législature. Non, ce n'est pas le cas. Nous avons fait, je dis bien, nous avons mené notre campagne. On a mené notre campagne pour que les députés empêchent. Pour que les députés. Écoutez, on n'est pas là pour parler de nous, je dis bien, la Ligue camerounaise des consommateurs a mené un plaidoyer pour amener les députés à empêcher la hausse des prix du riz en ne votant pas l'article 2, la fumeuse et fameuse. C'est-à-dire que partie de cette loi de finances qui concernait, qui devait venir réajuster la taxe
hein, la taxe sur le lait Est-ce qu'on importé. est sur l'espoir de saigner de l'eau dans des Malheureusement, dehors? ces députés Est-ce qu'on peut et avoir- ces est-ce qu'on peut sénateurs ont voté cet Bon. article 2. On a Et nous, compris combien ils de nous avons sorties de donc l'eau. dit, les députés et sénateurs, pour nous, sont devenus On a- des déshonorables. on a- Maintenant, pour revenir sur les Non, perspectives, on ne va pas se il moquer n'y a politique. pas de perspective. Dans la mesure où Voilà. le président Paul Biya ne nous enlève pas, ne nous dégage pas ce qui nous assoiffent. Dans tous les cas, Parce nous- que ceux-là, on les connaît. Ceux-là sont ceux qui vont à la télé dire que quand j'étais DG de Caractère, quand vous étiez DG de Caractère, le résultat a été quoi? Est-ce que les consommateurs ont eu de l'eau? Est-ce que les consommateurs avaient son pas? Quand vous êtes monté ministre, ça a changé quoi? Et quand vous êtes monté ministre, vous avez même cumulé le poste pendant presque 1 an. Il a fallu le plaidoyer de la Ligue camerounaise des consommateurs pour qu'on vous enlève là-bas. Quand on vous enlève pour mettre l'un de vos frères, vous faites tout et tout pour qu'il échoue et pour que vous mettez encore l'un de vos Non, frères. je veux que Non, vous- Ce non, pays non, ne non, serait pas non, gouverné non, comme ça. non. On veut les gens qui respectez-nous. sont capables. On veut respecter mes bichots. Non, Donc, On veut les respectez-nous, gens on va pas rester qui là sont dans la posture capables de de la nous apporter Ligue, de la l'eau. Ligue. On On veut veut parler des des gens sujets, développons qui sont là les parce qu'ils sont sujets. compétents et non des gens qui sont là parce On qu'ils vous a ont des compris. intérêts. Nous, on va souhaiter bonne chance à Alphonse Roger On Ondoakoa doit, tout à fait. en lui Comme je souhaitant, vous ai dit, en lui souhaitant de nous s'il apporter. s'il applique les Oui, méthodes on vous a de management, absolument. on aura l'eau. On à espère fait. qu'il va, on Ouais, espère moi, je- qu'il va les appliquer parce que vraiment le vœu de Moi, tous. je pense dans aussi, les- je pense aussi que Michel, on On termine ne peut pas avec. se contenter des espoirs. hein. voilà. Il faut Donc je mettre en pense, place un je modèle pense de en ce qui travail. me concerne, Ouais, c'est ça. si on laisse Monsieur on doit travailler, qu'on laisse qu'il s'applique et qu'il prenne son temps, qu'on ne joue pas à ce jeu, à ce rituel, qu'il fasse Non, on va de la on va mainmise, l'observer. on comme va, je on pense a qu'il peut observé faire déjà quelque chose. Jean-William Solo. On espère que les choses vont véritablement se décanter pour le bien-être des Camerounais. Cela dit, on va passer au deuxième thème de la soirée. Et juste après la transition, on va parler de l'emploi des jeunes au Cameroun. Alors, ce 11 septembre 2016, on va célébrer la... 11 février. 11 février, Voilà. pardon. 11 février 2016, merci. On va célébrer le cinquantenaire. Hein. C'est donc une année assez particulière pour cette fête-là. Cinquantenaire de la fête de la jeunesse. À l'époque, on parlait même de fête nationale de la jeunesse. Aujourd'hui, on a la fête de la jeunesse de façon simple. Et le thème, d'ailleurs, il est connu. Mais nous, on a donc choisi parce que c'est... C'était l'époque où il y avait la fédération, pour dire que la fête concernait les deux États fédérés. OK. Maintenant, comme c'est un seul État, un État unitaire, c'est pour dire Pour la fête des jeunes. la fête de la jeunesse. Pour dire que nous sommes tous ensemble. Voilà. Alors, cette jeunesse, donc, dont on dit par ailleurs qu'elle est majoritaire dans notre pays, a quand même un problème fondamental. C'est que du moins, il y a une franche partie qui est formée, qui fatalement ne trouve pas forcément du travail, ou alors il y a une adéquation souvent entre la formation et l'emploi. Il y a une partie également, bien que formée, se retrouve aussi dans les secteurs informels, qui ne rentrent pas forcément dans le schéma de l'emploi. Bref, la jeunesse a besoin d'emploi et pourtant, le Cameroun est un vaste chantier. Emploi jeune, pour quelle émergence en 2035? Voilà la question fondamentale de ce deuxième thème. Joseph-Marie Elundou, la problématique. Est-ce que, d'ailleurs, le chef d'État va faire son discours encore Le le 10, 10, donc demain. ce mercredi. Et le 31, il annonçait près d'1,8 million, j'ai dit les chiffres comme ça, hein, grosso modo, d'embauche, tout au moins dans ce secteur-là. Je présume que les chiffres seraient peut-être meilleurs. Il y a de l'espoir quand même pour la jeunesse dans le domaine de l'emploi. Bon, vous savez, si c'est pour l'espoir, Il y en a toujours. vraiment, on peut toujours nourrir l'espoir des jeunes. Mais je crois que tout à l'heure, on parlait d'un certain nombre de personnalités dans un secteur où on gère l'eau, on gère les tuyaux, on gère l'eau. Le chef de l'État, puisqu'il faut toujours le citer, il est le point focal de tous les débats au Cameroun, a promis l'emploi aux jeunes dans un secteur spécifique, celui de l'informatique et de nouvelles technologies, qui est un secteur, je vous montre encore une fois de plus, le niveau d'incurie, qui habite justement les gens nommés, payés, chargés de faire en sorte que les centaines de milliers de jeunes diplômés déversés dans la rue
qui sont dans la moto, le taxi, la brocante, la vente de friperies, de tout genre, puissent s'insérer de manière digne dans notre société, ces gens-là ne savent même pas de quoi on parle. Je vais vous dire, le produit intérieur brut des pays africains pourrait passer de 18 milliards de dollars en 2015 à 300 milliards de dollars en 2025 grâce à l'apport des nouvelles technologies et du numérique. Mais au Cameroun, le dernier plan du numérique, c'était en 1999. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de personnes, d'abord l'organisation. D'un côté, vous avez l'Antique, de l'autre, vous avez le Sénadi, et vous avez l'ART, le régulateur. Chacun dans son camp joue sa partition. Le secteur, c'est ça le problème, c'est monsieur on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas, et je suis désolé, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi ne fait pas allusion à l'informatique et au numérique. Alors même que l'émergence de tout pays, aujourd'hui, si vous voulez qu'on insiste sur l'émergence, moi je ne préfère pas le développement, va dépendre en grande partie des activités numériques. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il n'existe pas encore la possibilité, par exemple, que vous avez sur Internet de payer avec des cartes? Est-ce que vous savez que vous jetez tout à l'heure des fleurs à notre compagnie de transport privatisée qui n'a eu pour seul mérite que de changer la couleur des murs en blanc-rouge, et même les wagons qu'on achète aujourd'hui sont achetés par le contribuable camerounais à travers les prêts de la Banque mondiale, que ces gens-là n'ont pas pu mettre un système d'informatique pour acheter leurs billets, pour vendre les billets, la simple billetterie que vous trouvez dans les autres petites compagnies de transport. Donc voilà un secteur qui est porteur d'emplois pour la jeunesse. Un secteur dans lequel le PIB du Sénégal est passé à 3,3% en augmentation, où l'autre pays traîne la patte. Personne ne s'en occupe. Les gens sont prompts à aller s'agglutiner à Douala, aller se régler des comptes de village, alors que nous sommes en train d'aller vers l'économie planétaire. Alors, est-ce que vous pensez que le Ben Sekin, que l'on compte comme un emploi aujourd'hui, parce que lorsque le président de la République vous dit qu'il va faire 1 800 000 emplois, cela suppose que M. Mokouloum Vondo doit enregistrer dans ses effectifs 1 800 000 personnes qui devront bénéficier, parce que pour dire que vous avez un emploi décent, vous avez votre retraite, vous avez des allocations, vous avez un certain nombre, et vous avez un salaire qui est fixé par la Convention. Est-ce que c'est ce qu'on appelle? Non, nous avons ce problème, c'est que la problématique de l'emploi se pose non seulement en termes de paradigme. De quoi s'agit-il? Est-ce que le jeune, quand on dit on envoie le jeune au champ, feu le colonel Kadhafi, lorsque vous disiez que vous allez faire un champ, on vous demandait seulement de présenter l'espace, l'État s'est chargé de mettre les routes et de mettre des tuyauteries pour que vous ayez de l'eau et que vous puissiez faire de l'irrigation. Le jeune Camerounais que l'on veut mettre au champ aujourd'hui, est-ce que le jeune Camerounais qu'on va mettre au champ va continuer à travailler à la daba et à la machette? Quelle est la politique de l'emploi au Cameroun? Est-ce que le jeune Camerounais qui entre à l'université sait vers où il va? Il y a donc ce problème de visibilité même qui met en confiance la jeunesse. Est-ce que c'est possible qu'on continue à fonctionner dans une telle obscurité? Nous avons des jeunes partout dans le monde. Tout à l'heure, je vous parlais de 10 sociétés des eaux. Je vous parlais d'un certain nombre de secteurs dans lesquels nous avons des jeunes. Est-ce que vous pensez que les Camerounais peuvent fabriquer leur cuillère? Est-ce que vous pensez que les Camerounais peuvent fabriquer leur cure-dents? Est-ce que vous pensez que les Camerounais peuvent fabriquer les assiettes, les réfrigérateurs, les chaussures,
les vêtements comme ça. Est-ce qu'on peut faire en sorte que la friperie ne soit plus l'habit privilégié du Camerounais qui ne peut porter que la pourriture? Est-ce que c'est possible de faire en sorte que la jeunesse camerounaise devienne un instrument réel de travail pour permettre à notre pays, dont la balance commerciale affiche un déficit abyssal et qui plombe toute possibilité d'investissement au Cameroun, parce qu'on ne peut pas investir en dehors des banques. Nous ne sommes même pas capables de lever des fonds importants sur le marché international, sur le marché financier, pour pouvoir investir et faire en sorte qu'on crée des emplois. Voilà un environnement macroéconomique complètement plombé, un environnement stratégique sans visibilité et sans vision réelle en matière d'emploi. Et on voit donc une jeunesse complètement désespérée. Et j'espère que le cinquantenaire va permettre d'asseoir une réflexion stratégique et une meilleure vision pour notre jeunesse. Ça même encore, quand moi j'écoute Joseph-Marie Elundo, j'ai l'impression qu'il se retombait dans le même débat de tout à l'heure. Hein. Il a décrit une situation un peu complexe. Je me demande ce que votre politique en matière d'emploi, puisque vous êtes parti au pouvoir, offre aux Camerounais. Oui, moi je crois que le frère Elundo est pessimiste, alors que il faut regarder ce qui est fait de façon institutionnelle, de façon pragmatique. Je prends d'abord le niveau de la formation, parce qu'il faut former les jeunes, quel que soit leur niveau. Parce que ce n'est pas tout le monde qui atteint le niveau universitaire. Encore que même dans le niveau universitaire, il faut un professionnalisme dans les filières. Pour que quand le jeune sort de l'université diplômé, que ce diplôme correspond à l'environnement socio-économique dans lequel il va s'insérer. Donc une formation diplômante, une formation professionnalisée qui lui permet de s'insérer facilement dans le tissu professionnel, dans l'activité. Donc les universités, il y a des filières qui ont été professionnalisées, il y a des écoles de formation, des écoles spécialisées qui ont été créées, des écoles d'ingénieurs. L'école d'ingénieurs des mines, je crois, il y en a 3 ou 4 qui viennent d'être créées, qui sont en activité. Il y a une à Kayele, une à... enfin, j'oublie, mais je sais qu'il y a 4 écoles d'État, qui sont des écoles des mines, qui ont été créées pour effectivement former les Camerounais en fonction des activités que le Cameroun peut faire au niveau de notre sous-sol. Il ne faut pas toujours aller chercher les ingénieurs des mines, mais ceux qui ont fait mine à l'extérieur. Il faut qu'on puisse donner la possibilité aux Camerounais de pouvoir faire ces formations ici et d'être opérationnels et efficaces pour le pays. Donc, il y a d'autres formations qui sont destinées aux jeunes qui peut-être n'arrivent pas à atteindre le niveau universitaire. Il y a le PIASI qui est un programme pour l'insertion des jeunes. Il y a le PAGER, c'est des programmes où on donne aux jeunes la possibilité d'avoir, il parlait tout à l'heure Elundo, d'avoir une activité agricole avec des financements. Bon, c'est des programmes qui ont été mis en place. Bon, maintenant, la façon dont ils sont gérés, c'est autre chose. Mais ces programmes ont été mis en place. En parlant même du secteur en parlant du secteur agricole, en parlant d'agriculture de jeunes générations, quand il parlait tout à l'heure du riz, il parlait du numérique. Non, je voulais d'abord parler je voudrais réagir par rapport à son problème de riz. C'est justement pour permettre à ce que le riz fabriqué, qu'on produit localement. En plus de deux, je vais vous dire, j'ai été l'acteur de l'usine de manioc, une usine de manioc qui est installée à Saint-Médime. Je vais vous raconter ce qui se passe. Je suis président de la commission de passion de marché à la Chambre de commerce à l'époque. Le projet arrive, un projet ambitieux, avec M. Eken. Il m'appelle, me dit, Monsieur le Président, c'est de voir ce projet, je le traite. Très, très rapidement, j'ai vu l'importance du projet, parce qu'il y a déjà un centre d'incubation qui est à Bonabéry, qui fonctionne, où on forme les jeunes à pouvoir... Ça s'appelle la Kwakwa ou la Kwakwa. Ah oui, quand on appelle ça la Kwakwa, je défie quiconque mange la semoule de manioc. Quiconque mange la semoule de manioc, vous n'avez même plus envie de manger du riz. Voilà, alors voilà qu'est-ce qui se passe. Quand on fait dans cette usine d'incubation,
elle est ouverte à grande pompe. Et je dis, il faut maintenant aller plus loin, faire une application industrielle de grandeur nature, à grande échelle, pour pouvoir non seulement inonder le pays de semoule de manioc qui équivaut au riz, et exporter, parce que le Nigeria achète tout ce qu'on produit à Bonaveri. Comment les commandes du Nigeria sont même plus importantes que ce qu'on produit à Bonaveri. On fait le projet, et ça va tellement vite que c'est une société indienne qui gagne, à qui on attribue le marché, construction d'une usine clé en main, avec toutes les conditions. Un jour, moi je suis chez moi, le président de la Chambre m'appelle et me dit, c'est un week-end, le Premier ministre nous reçoit demain lundi, c'est un dimanche. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le problème de l'usine, je ne sais pas ce qui se passe, mais on nous convoque au Premier ministre. Le Premier ministre lui-même. Je dis ce que j'ai vécu. Je lui demande, bon, moi je suis au village là, je n'avais pas prévu ça. Est-ce que c'est ça les emplois? Laissez-le terminer. Est-ce que tu permets à ce qu'on on vous remette le dossier en question? Elle me dit d'accord. On vient avec le dossier. On arrive chez le Premier ministre. Parce que c'est les emplois. C'est les emplois. Et il me dit, monsieur, il paraît que vous bloquez le dossier. J'ai dit pourquoi? J'ai dit, monsieur le Premier ministre, tout le dossier a été signé depuis 6 mois. C'est votre parent qui se trouve agent comptable, qui ne sait pas ce qu'on appelle une lettre de crédit documentaire et qui ne signe pas la lettre de crédit documentaire pour qu'on commence à fabriquer l'usine, pour que l'usine soit livrée avant 2011. Ouais. Il dit, c'est votre parent. Je lui ai expliqué, voilà le cours que je lui ai fait en anglais, pour lui expliquer ce qu'on appelle une lettre de crédit documentaire. Il ne savait pas ce que c'était. C'est une dame. Pourquoi? Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, moi j'ai une préoccupation, ça tombe bien parce que vous me recevez. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, l'usine doit produire, doit consommer. Elle a besoin journalièrement de 4 tonnes de manioc. 4 tonnes. Elle consomme 4 tonnes de manioc au jour. Et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons rien qui puisse approvisionner l'usine pour fonctionner normalement pendant 6 mois. Jusqu'à ce jour. Attendez, nous sommes avant la construction de l'usine. Il me dit, arrêtez monsieur, il appelle sa secrétaire, appelez-moi tous ses collaborateurs principaux arrivent. Il dit, monsieur, vous reprenez votre exposé. Je reprends mon exposé. Je lui dis à haute intelligible voix. Je dis, monsieur le Premier ministre, nous allons installer un cheval blanc à 100 mm. Pourquoi 100 mm? Parce que 100 mm et le bassin, c'est le bassin de culture, de production de manioc. Ce que ça veut dire 100 mm, bon, c'est la BAM, le centre, le sud, c'est la zone où on fabrique, on produit le plus de manioc. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut 4 tonnes au jour. Et ça dit, si tu dis qu'on construit à 100 mm, il en faudrait une dans chacune des régions où on produit le manioc. Et comme ça, nous allons cesser d'importer le riz. Et ça va jouer au niveau, c'est vous qui avez parlé de ça, ça va jouer au niveau de la balance commerciale. Oui. Jusqu'à ce jour, ce programme que le gouvernement devait mettre en place pour inciter les populations à produire le manioc, les jeunes à produire, voilà, les jeunes qu'on forme là, dans les centres agricoles, avec les programmes. Que sont les propres monstres au sein de l'appareil administratif ça veut dire que l'État prend les dispositions pour que les jeunes, qu'ils soient allés à l'école ou pas, trouvent de l'emploi, des emplois décents et rémunérateurs. Quand l'État voit que je vais au niveau du numérique. Au niveau du numérique, il disait tout à l'heure, il y a un programme de formation d'1 million de jeunes et de femmes au numérique. Ce programme a été arrêté. Ce n'est pas la même, ça c'est vraiment le basique. De l'homme en gelant. Oui, merci député Tongo. D'accord, merci député. Oui, revenons sur l'emploi jeune. En fait, Samuel voulait illustrer un cas où le mécanisme était mis en place, mais... Le mécanisme a été mis en place, mais il n'a pas été appliqué. Et il n'a pas été appliqué. Les personnes chargées de l'implémenter... Non, je dis que c'est oui, excusez-moi de finir. En 1 minute. Non, je finis pour dire que les programmes pour les jeunes, pour l'insertion des jeunes, il y a un appel-mail qui sont mis en place, qui sont
élaborés. Sont-ils Les, adaptés? les propres monstres de l'appareil administratif. Mais moi, les je dis dévorent. que c'est les gens qui doivent appliquer ces programmes qui sont souvent source Dès lors. de problèmes. Oui, monsieur Bonco, j'ai peut-être ma chance d'être le plus jeune panéliste. Donc, je suis plus apte peut-être à parler des questions de jeunes. Sur ce Non, pas plateau. forcément. Non, je dis quand même que je suis le plus jeune du plateau. Donc, Bien sûr. je suis plus proche des jeunes quand même. Que vous, Tu es autres. Bien peut-être sûr. moins âgé. Voilà. C'est la jeunesse Mais dans moi, la j'ai tête. des enfants. Hein. Ah, mais ils sont pas ici, hein. Ils Non, sont- mais ils sont je pas sais, au plateau, hein. je sais ce qu'ils Allez-y, font. allez-y, Je sais ce qu'ils alors, font. allez-y. Je sais ce dont ils souffrent. Monsieur Bonco, vraiment, quand vous parlez, Je connais leurs quand problèmes. vous parlez, les jeunes qui sont là, on a peine à vous regarder. On a peine à vous suivre. Parce que vous nous parlez des affaires de manioc-ci, de manioc-ça, des programmes. Est-ce que ceux qui font le bien, c'est qu'ils la regardent quand vous dites ça? Est-ce que ceux qui se battent là, donc les débrouillages du marché central et tout ça là, de l'avenue Kennedy, vous suivent? Non, Je vais vous l'emploi, ça parler. n'est pas seulement Je vais vous parler. au Belsekine, hein. Mais c'est parce que la politique de l'emploi a échoué, monsieur. Non. C'est Elle l'échec a de la pas- politique elle de a pas l'emploi. échoué. Monsieur Wonko, mais- c'est l'échec non. de la politique de l'emploi Non, non. qui a contraint cette jeunesse, parfois bien formée, à se retrouver dans cette situation. Et malheureusement, cette jeunesse battante, dynamique, courageuse, téméraire, qu'il faut soutenir, est plutôt chassée, pourchassée dans le lieu de commerce par les autorités des villes. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que vous recadrez votre politique de l'emploi. Au lieu de créer 1000 programmes, 1001 programmes, Piazzi, et quelles sont les conditions de Vous ajoutez transparence? au discours de Christine Lagarde, qui est venue dire ici que le gouvernement semble un peu dispersé dans... Mais l'unité pas de- semble, les faits sont là. Quand on parle de Piazzi, combien de jeunes savent ce que c'est que le Piazzi? Ils savent que c'est situé où? Quelles sont les conditions là-bas de transparence, d'attribution des concours financiers aux jeunes? Quand vous Mais parlez, les et conditions- quand vous parlez de PAGU, Les conditions sont très souples. c'est où? C'est très souple. C'est où? Mais il faut y aller. C'est publié où? Il faut y aller. Il faut y aller. Mais est-ce qu'ils ont un site web? Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils sont Ouais, présents dans les médias? c'est des- c'est des structures qui sont installées. Il faut que C'est des ces structures qui sont installées il dans faut tous les que ces départements du structures-là fassent leur publicité. Il faut Ces structures doivent être connues et les modes de gestion, hein, c'est-à-dire que la gouvernance de ces structures doivent être transparentes. Mais l'emploi. Ah, il faut bien gouverner cette structure. L'emploi, s'il te plaît, Oui. je voudrais donner une précision technique. L'emploi est une. C'est une matrice. C'est un agrégat Oui, macroéconomique. c'est une matrice. Et vous remarquerez que tout le système est oisif. C'est un système fonctionnarial, Tu bureaucratique, parles d'inertie, même. Oui, c'est ça. bureaucratique, un système de per diem. Je vous donne un exemple. Nous sommes en fin d'année. Le Cameroun a des problèmes de financement de son économie, de son emploi. Depuis le chef d'État jusqu'au sous-préfet du village, on met l'argent de l'État pour la production des vœux de fin d'année. Combien ça coûte ça? Pour la prochaine école. Des vœux. Les vœux, là, Des vœux de fin d'année au président de la République, au Premier ministre, à chaque ministre, à chaque gouverneur, à chaque préfet, à chaque sous-préfet. chef de district, C'est chef de de DG. l'argent, c'est les fonds publics que l'on dépense. Après cela, vous avez une deuxième affaire qui est classique. Chaque année, réunion des responsables intérieurs et extérieurs de centraux, du ministère des Finances, du ministère de l'Emploi, du ministère. On vous pompe le per diem, des gens viennent de Koussé, de Maroc, partout, pour se retrouver à Yaoundé. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Au bout du rouleau, il n'y a pas un emploi créé. Mais ces gens-là, lorsqu'ils organisent leurs AGAP, que mangent-ils? Ils mangent du riz importé. Oui. Ils utilisent tout ce qui est utilisé, les cuillères, tout ce qui est utilisé est importé. C'est des criminels économiques qui ne se rendent même pas compte. Qui sont en train d'exporter. Même le plantain. Qui sont en train d'exporter Même le toutes les plantain. devises du Cameroun. OK? Et qui sont en train de creuser au quotidien l'économie et renvoyer l'emploi des jeunes Camerounais Dès lors, termine en les Thaïlande, plans de Michel en Michel. Chine, en France, etc. etc. Il me semble J'attends que... que le doyen me passe la Terminé. parole. Oui, vas-y. D'accord, merci de passer la parole aux jeunes. Voilà. Donc, le jeune que je suis dit ceci. C'est-à-dire que je vais apporter une précision concernant le riz. C'est-à-dire que nous, quand on demandait que cet article 2 puisse faire l'objet d'une étude sérieuse de la part des députés, c'était pas pour encourager l'importation, puisque lui et moi, nous travaillons dans la promotion du Made in Cameroun avec M. Lundo, le doyen Lundo. Donc, c'est parce qu'il y a un déficit dans la production.
Et depuis des années, les responsables du MENADER, donc du département ministériel qui s'occupe des questions agricoles, n'ont pas toujours pu booster la production agricole, notamment le riz. Alors que le riz, c'est le sauveur du peuple. Le riz est l'aliment le plus consommé. Revenons sur l'emploi. C'est justement un vivier d'emploi. Le riz est le seul vivier. Oui, c'est un vivier d'emploi. Parce que c'est l'aliment le plus consommé. Et c'est pour ça que je 3 Camerounais sur 4 C'est pour ça que je parle de consomment le riz la culture au du moins manioc. 5 fois par semaine, donc 5 fois sur 7 par semaine. C'est pour ça que je parle de la culture. Voilà un vivier. Aussi l'État, le gouvernement, pouvait encourager la jeunesse à y aller, hein, en faisant comme il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on donne des portions de plantation et qu'on encourage dans des conditions transparentes, au lieu de créer, À propos du riz, comités. là, Oui, oui, à vas-y. propos du riz de On va l'heure, l'avoir écouté. On va l'avoir à propos écouté. du riz, on va D'accord. Justement sur la question de l'emploi. Ben, écoutez, moi je vais dire tout simplement qu'il faut repenser la politique d'emploi. Et je pense, pour ma part, il y a tellement un étouffement administratif. Est-ce que vous imaginez la somme des ministères qui s'occupent des jeunes et de l'emploi au Cameroun? Si vous vous mettez à décrypter, vous allez trouver le Fonds national de l'emploi, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, le ministère De la jeunesse. de la jeunesse, le Il y a ministère... l'Office national, Le- je sais pas quoi. l'emploi. C'est énorme pour ne pas repenser le système de l'emploi. Je vais vous dire, c'est triste, à la veille de la célébration du cinquantenaire de la jeunesse. Je suis en train de recouper une information pour savoir qu'une entreprise, une société pétrolière exploitant le pétrole camerounais, ces jours-ci, à travers des sous-traitants, il y a 280 à 300 jeunes qui sont foutus à la porte. C'est très grave. Hein. Et je peux citer l'entreprise Non. ici. Non. Vous Mais- êtes en train de recouper. Voilà. Finissez. Donc, Quand vous non, aurez- parlé donc, d'en je avoir voulais plus, hein. dire tout simplement que j'aurais dû citer Ça l'entreprise. pas attendre d'avoir plus, donc je peux le dire. Ce qui est évident, dans les jours qui viennent, je donnerai sûrement dans l'édition de vendredi. D'avoir Il y a plus. 300 jeunes qui sous-traitaient avec cette compagnie pétrolière. Et sur le fallacieux prétexte qu'il y a baisse du coût du baril sur le marché, ils ont mis 300 Camerounais à la porte. C'est scandaleux. C'est impensable. Pendant qu'on discute, on se bat pour créer des emplois. Alors qu'on parle de la création des emplois, je me pose bien la question de savoir si on en tient compte. Mais dans cette entreprise, on n'a pas licencié le moins d'expatriés Voilà. qui gagnent entre 9, 8 et 10 millions. Je veux bien tout simplement qu'on illustre nos propos. Et c'est pénible. On nous assomme tous les jours avec des discours tenant compte des recrutements dans la fonction publique. Mais c'est le secteur privé qui est pourvoyeur de richesse. qui est pourvoyeur- Créateur d'emploi. créateur d'emplois. Est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement du secteur privé Et de l'informel. et de l'info? Non. Moi, je dis bien, Il faut rationaliser l'informel. il faut rationaliser l'informel. Il faut rationaliser l'informel. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'informel, parce que je suis de ceux qui condamnent le fait que je voie un pousseur, des quincailleries sur les pousses ici dehors. Même s'il faille se débrouiller, il y a une réglementation, il y a des taxes, ce qu'on appelle l'impôt libératoire. Ceux-là gagnent un peu d'argent, il faut se dire la vérité, et il faut qu'ils remboursent, qu'ils donnent un peu. Mais quand tu traînes un pouce de toute une quincaillerie en longueur de journée, parce que c'est la débrouillardise, vous ne reversez pas 1000 francs à l'État. Je ne suis pas partisan du monde. Absolument, lorsque vous gagnez de l'argent sur Vous la dites- place publique, public, vous avez la sécurité. Voilà. Vous avez Donc je vais tout c'est ça. simplement dire que en ce moment, quand vous prendrez sur vous de constater que quand je parle de repenser le système de l'emploi, la politique de l'emploi, il faut tout simplement prendre les évaluations universitaires. Combien de diplômés sortent des écoles spécialisées dans ce pays par an? Combien trouvent-ils l'emploi? Tous ceux qui ont un master 2 en informatique, Dieu seul sait la somme des demandes d'emploi que nous avions dans les rédactions, pour se retrouver en train de gagner entre 150 et 70 000. Et peu sont ceux qui peuvent aller déclarer auprès de la CNPS. Mais ce n'est pas ça. Il faut qu'on dise que le système
a échoué. Il faut qu'on se le dise. Le système a échoué en matière d'emploi au Cameroun. Et il faut voir, même quand il s'agit des concours. Mais Michaud, Mais, vous dites qu'il a échoué. Il n'y a jamais eu véritablement de politique. Donc, On a fonctionné un peu Non. à l'aveuglette comme ça, passant d'un état paternaliste qui distribuait les oboles comme ça de manière qui s'est trouvé pris de coups par une flopée de diplômés. Et je voudrais dire simplement, je veux te remettre la parole, c'est qu'il y a une histoire, on raconte, on dit qu'il faut former les Camerounais. Les jeunes Camerounais sont formés. Et tous les pays au monde qui veulent se développer utilisent les ressources internes de leur système au niveau où ils se trouvent. Lorsque l'État du Cameroun naît, on allait ramasser des gars au nord qui n'avaient jamais été à l'école pour les mettre dans l'armée. Ils entraient dans l'armée, qu'est-ce qu'on faisait d'eux? On les utilisait, soit comme boy, soit comme chez les patrons. Ils avaient un matricule, ils étaient utiles. Pourquoi veut-on aller former les jeunes Camerounais à des choses mirifiques? Le Cameroun est là avec ses réalités. Il y a les infirmiers formés, les infirmeries sont vides. On fabrique les infirmeries dans les villages qui sont dans les brousses. Les infirmiers chôment, mais les hôpitaux sont vides. Mais il faut trouver l'adéquation. tout à fait une formule d'accord. Formation, emploi. Mais bien sûr, c'est-à-dire que si quelqu'un est formé, il faut lui donner son emploi. Il n'y a que de l'emploi dans notre pays. Merci Il suffit Jean-Marie. que nous ayons le courage, n'est-ce pas, de Michel prendre les Boussala, politiques et nécessaires. puis, Je pense que ce fait que nous mal, étions en train de dire rentre dans un canevas d'une situation politique dont les uns et les autres devraient assumer. Ceux qui en avaient la charge. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas demander à un jeune ingénieur agronome d'aller s'occuper des plantations au village et que la politique d'accompagnement ne s'y trouve pas. Le tout n'est pas de demander la production, mais le tout c'est de savoir est-ce que nous avions actionné le système d'accompagnement pour ces jeunes qui aspirent à l'emploi. Et de deux, j'ai suivi avec une oreille attentive la sortie du directeur général de la CNPS qui vient de créer une nouvelle formule sur la déclaration individuelle voilà, l'inscription volontaire à la CNPS. Cette inscription peut être prise sur plusieurs angles. Est-ce que, à la limite, quels sont les contours juridiques à avoir mis en place pour cette inscription volontaire? Et je dis bien que dans ce pays, il faudrait bien que nous en parlions. Et puisqu'on en parle, il faut qu'on dise qu'aujourd'hui, nos jeunes frères qui sortent des universités, des écoles de formation, ne savent pas quel est leur bout du tunnel. Parce que, à la limite, je reprendrai comme celui qui avait dit que nous sommes en train, on aspire au bout du tunnel. Et que je me rappelle que Monseigneur Jean Zoua avait riposté que ça dépend de là, du bout de chacun. Parce que le bout du tunnel de chacun, on peut être au milieu, être même dans un fossé, on est dans son bout. Donc, la réalité, c'est que il faut qu'on dise, il faut qu'on reconnaisse que quand on voit la cartographie politique, même sur les emplois ici, ça fait peur. Et ça donne de la peur. Comme si cela ne suffisait pas à Jean-Marie Elundou, je suis surpris qu'au cinquantenaire de la jeunesse, on fait tourner une industrie moribonde en leur imposant maintenant qu'aux élèves du primaire qu'ils aient un tissu pendant que les parents broient du noir. Ils ne pas même. Si vous avez 4 enfants, l'autre est au primaire, l'autre est au secondaire, l'autre, on vous impose des types. Donc, on est pour parti. revenir dans l'emploi avec Samuel. Non, vraiment, permettez-moi. J'ai peur que vous sortiez de ce débat, ce qu'on ait parlé de cet angle, et je voulais soulever ça, que c'est une forme de criminalité, c'est une criminalité intellectuelle dont je ne partage pas cette posture. Donc, pour dire que pour sortir, pour chuter, je veux dire qu'il y a des problèmes. C'est tout simplement parce que, n'ayons pas peur de mots, nous fabriquons un bourbier de revendications. Et si on ne pense pas mettre en place des politiques qui permettent à ces étudiants qui finissent et qui peuvent voir, ils peuvent avoir des objectifs, ils peuvent atteindre leurs objectifs, j'ai peur que ces enfants soient... Et vous savez, il n'y a rien de plus mauvais que vous ayez à côté de vous un intellectuel qui n'a rien à faire, qui passe le temps à se montrer les ongles tous les matins, et que vous êtes chez vous, et qu'il voie
qu'à côté de vous, vous vivez dans l'opulence, le jour où ça tourne en rond, vous êtes sa première victime. Samuel, alors lui, il interpelle quand même le système mis en place pour la création d'emplois. Vous citiez quand même tout à l'heure également un ensemble de structures d'encadrement ou d'accompagnement pour la création des jeunes. Mais Moussa semble dire que ce n'est pas assez ou même qu'il en faut plus. Bah, peut-être qu'il en faut plus, mais je dis que les efforts sont faits. Et je vous reprends par la parole, mais Delors a également évoqué un problème, un problème de lisibilité ou de clarté pour que les Camerounais s'en imprègnent davantage. C'est-à-dire qu'ils donnent l'impression que tous les Camerounais ne savent pas de quoi. Ne sont pas au courant. Voilà, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas comment on fait pour arriver là-bas, comment on fait pour s'intégrer. La transparence dans la gestion. Ces structures-là sont supposées être implantées dans chaque seul lieu de département. Supposé. Je dis bien sont supposées être implantées dans chaque seul lieu de département pour intéresser, pour attirer les jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure du FNE. Le travail du FNE est un travail particulier. Là, pendant cette période de fête, il y a une campagne spéciale de recrutement de 1000 jeunes pour la campagne. Et on met ces jeunes en contact direct avec les demandeurs d'emploi. Le rôle... jeunes sur 22 millions. Hein. Non, encore que vous parlez de 1000 jeunes. 1000 jeunes pour la période de fête, c'est-à-dire c'est jusqu'au 10 ou 12. C'est un programme spécial. Le rôle du FNE, c'est quoi? C'est de mettre la relation entre le demandeur d'emploi et l'employeur qui cherche un travailleur qualifié pour tel ou tel. C'est ça le rôle du FNE. Et c'est un rôle qui n'est pas inutile. Au lieu que les enfants se dispersent, ils vont au FNE quand vous avez des qualifications. Vous dites, je prends ceci, voilà. Et quand eux, ils ont des besoins... Je me pose la question si nous vivons dans la même République. Oui, mais c'est ça le rôle du FNE. C'est ça le rôle du FNE. C'est ça le rôle du FNE. Sur le plan de l'application de la politique. Et c'est ça qui se passe au FNE. Moi, je connais des cas... Je connais... d'engagement spécial du côté du FNE, hein, parce que quand vous le dites et qu'on voit le degré de chômage, quand on passe au FNE, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas d'engagement. Non, le vrai problème, au FNE, vous déposez votre demande, vous déposez votre dossier. Il n'y a pas d'engagement là-bas, donc le FNE n'active pas les jeunes. Non, le FNE, activités, non, ils ont aussi pour mission d'accompagner les les activités créatives. Est-ce que le FNE, quand vous voyez moi je ne vais pas parler particulièrement de cette structure, mais je suis obligé, mais quand vous faites le pourcentage, vous évaluez, vous faites des évaluations. Le ratio. Le ratio de recrutement est le plus important, c'est au FNE. Surtout en matière d'accompagnement sur les activités créatives. Le taux de recrutement le plus important, c'est à travers le FNE. Combien de pourcents? Je crois que c'est plus de 50%. Vous croyez, franchement. Je dis que c'est plus de 50%. Je dis bien c'est plus de 50% qui sont recrutés. C'est à travers le FNE. C'est une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit. Je vous dis ici, le cinquantenaire, nous parlons de 50 ans. Le jeune Camerounais et l'emploi, quelle est la visibilité? Il y a un certain nombre de concepts que développe le système, mais on a l'impression que c'est tout simplement mimétique. C'est-à-dire que les gens écoutent des mots. On vous dit par exemple les projets structurants. C'est un concept très puissant, mais qui est tout simplement utilisé comme un gadget chez nous. Guidé de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, structurant? Vous avez un barrage comme le barrage de Lompanga, qui avait un modèle. Alcan avait un modèle de développement de Lompanga, Alcan qui est parti, qui devait développer en amont une réserve d'eau, un programme structurant, réserve d'eau qui permettait à EDC de vivre, parce que EDC vendait l'eau, à 2 autres barrages en aval, qui produisaient l'alumine à EDA et puis à Kribi. On était donc à 1 million millions de tonnes d'alumine dans chacune des structures. Ça permet aux stratèges de l'emploi de voir clair. Je vais recruter dans ces usines-là tant de personnes, avec le profil suivant, depuis le balayeur jusqu'à l'ingénieur. Mais je vous dis que cette politique-là n'existe pas.
C'est-à-dire qu'on vous jette des histoires du genre Piazzi, Jean-Marie, c'est parce que Fonds nous national de allons- l'emploi. Non, c'est parce que nous... j'ai eu la donnée macroéconomique, la donnée... On sait tous le système politique. Michel, laissez l'emploi- Jean-Marie terminer, ce sera son mot de la fin. C'est Joseph Marie. C'est Joseph Marie. Marie. L'emploi, il ne faut pas en parler en prenant de petits exemples du type Fonds national, Piazzi. Ça, c'est le rafistolage, Ce sera vos dernières le prises de parole. racolage, le saupoudrage. Dans le thème de conclusion. Nous avons besoin d'une programmation pour les jeunes, mettre en mouvement les concepts du système que lui-même a produit, par exemple les programmes structurants, insérer les nouvelles technologies, l'informatique et le numérique dans les programmes du Cameroun, revoir les programmes de formation des jeunes en fonction de ce cadrage stratégique global. Voilà comment on fait une politique d'emploi. Une politique d'emploi, ce n'est pas le fait de nommer un type qui marche avec 2 ou 3 milliards par an, donne 50 000 à un coiffeur, lui demande de signer 100, donne 25 000 à un Bamsel, lui demande de signer 200, etc. Mais qui fait comme ça? Mais Delors, tous vos mais on le petits... sait, on le sait très Dernière bien. prise de parole. Nous l'allons... Monsieur, nous l'allons Delors, pas... dernière prise de parole. Pantoche, là. Merci. Delors, en général, votre dernière prise de parole. Ma dernière prise de parole est simple. En tant que jeune, nous sommes déçus par ce qui se passe. Et le doyen Joseph Marie, Lindo a apporté quelques propositions que nous faisons, les nôtres. Mais je tiens à dire qu'en attendant la concrétisation de cette politique-là, nous pensons que les jeunes qui sont déjà en train de se débrouiller, donc qui sont dans l'informel, doivent être encadrés. Au lieu d'être pourchassés, au lieu d'être chassés comme s'ils étaient des non-camerounais, Politique nous d'emploi. pensons qu'il faut encadrer ces jeunes, les encourager et même, pourquoi pas les sortir de cette situation. Ils ont refusé de voler, ils ont décidé de se battre. Michel, Ça, c'est une bonne Michel, chose qu'il faut saluer. Michel. Non, je pense pour moi que ce n'est pas l'apocalypse. Il faut tout simplement qu'il y ait une volonté politique pour que ce pays se relève. Samuel encore. Il y a une volonté politique et une préoccupation permanente du chef de l'État pour que tous les jeunes Ça, c'est un discours puissent, déjà entendu. Hein. s'il vous plaît, pour que tous les jeunes puissent s'insérer dans le tissu socio-économique du Cameroun. Et les décisions sont prises. J'ai parlé de certaines structures qui sont mises en place et d'autres mesures qui vont continuer à être prises. Et je parlais également de la professionnalisation au niveau de l'enseignement pour que les diplômés qui sortent de l'enseignement supérieur puissent s'insérer facilement dans le tissu social. Il parlait tout à l'heure de projets structurants. Un projet structurant, c'est un projet majeur dans une économie qui dynamise l'économie. Je veux parler, par exemple, je prends le cas de l'usine de gaz qui est en train d'être construite à Krivi. C'est une usine qui va créer 2500 emplois directs, sans compter les emplois indirects. C'est ça les projets structurants. Merci, cher monsieur, d'être venu ce soir. À vous qui êtes parti de Yaoundé, je vous souhaite un bon retour et en espérant qu'on vous aura encore, on vous aura encore ici une autre fois. À vous également, merci de nous avoir regardés ce soir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.